Bienvenue à tous, bienvenue au Design Spot. Donc, la thématique de cette session, c'est design et fabrication additive avec donc William Boujon qui se présentera tout à l'heure. Mais avant ça, avant de présenter, de laisser la parole à William, je vais vous présenter rapidement donc l'université Paris-Saclay et le Design Spot. Donc, le Design Spot, déjà, c'est le centre de design, c'est un centre de design de l'université Paris-Saclay qui a été mis en place par l'université. Donc, l'université Paris-Saclay, en quelques chiffres, alors déjà, vous pouvez voir l'ensemble des établissements qui composent l'université Paris-Saclay. Donc, il y a 14 établissements. Alors, c'est dans ces 14 établissements, donc, à la fois des établissements d'enseignement, mais aussi de recherche. Donc, 7 établissements de recherche, 7 établissements d'enseignement. Et vous avez donc 275 laboratoires de recherche qui représentent 13% de la recherche française, ce qui n'est pas négligeable. Et il faut savoir aussi, donc l'Université Paris-Saclay, c'est aussi des startups, et il y a à peu près 100 startups de créées par an. Voilà, c'est la première université française et la 14e au rang mondial, d'après donc le classement de... Alors, l'université, c'est d'abord des étudiants, donc 48 000 étudiants chaque année qui suivent un ensemble de formations. Et nous, le Design Spot, nous faisons aussi on va dire, petites formations, des cours en lien avec la thématique du design. Et je vais y revenir juste après. C'est aussi donc 9 000 chercheurs dans les 275 laboratoires avec qui nous sommes amenés aussi à collaborer. On est là pour les accompagner sur la thématique design. Alors, où se trouve l'Université Paris-Saclay? Vous voyez, c'est vraiment entre Paris et Saclay, sachant que petit à petit, vous allez avoir les écoles, les laboratoires qui vont se rapprocher du plateau de Saclay. Alors, le plateau de Saclay est en pleine mutation, hein, tout est en construction. Donc, vous voyez ici une vue aérienne du plateau. Donc, vous avez surtout la partie ici universitaire et de laboratoire, mais vous avez aussi une partie qui se trouve en haut à droite. Donc, c'est là où se situe le Design Spot. Donc, vous avez justement en face du Design Spot, là où on est hébergé, nous, c'est au CEA Nano Innov. Et en face du Design Spot, il y a par exemple AgroParisTech qui est en pleine construction. Donc, tout est en train les murs sont en train de monter et l'objectif, donc, c'est d'accueillir l'école AgroParisTech sur ce site. Donc, le Design Spot, comme je vous le disais, on est hébergé au CEA Nano Innov. Donc, ça, ce sont nos locaux se trouvent ici. Mais c'est aussi un grand nombre de bâtiments, enfin d'écoles, de laboratoires et de bâtiments qui sont déjà construits, mais aussi de bâtiments qui sont en cours de construction. Et vous voyez ici en bas, par exemple, le Learning Center qui est en cours de construction. Donc, le Design Spot au sein du CEA, nous sommes donc hébergés et nous avons un espace qui nous permet d'accueillir des participants pour faire des ateliers, des workshops, des cours. Donc là, vous voyez, c'est un workshop qui a été fait avec des étudiants, mais c'est ici aussi que nous faisons donc, nos différentes interventions et cours au Design Spot, donc qui fait partie d'une de nos missions qui est de sensibiliser au design. Donc, pour sensibiliser au design, voilà, on a mis en place déjà des cours un petit peu spécifiques, donc l'indispensable qu'on fait maintenant à distance, l'atelier qu'on ne fait plus en attendant qu'on puisse se retrouver physiquement facilement, et ensuite les spéciales, qui est donc le webinaire qu'on fait aujourd'hui avec des thématiques en lien avec le design. Donc la prochaine thématique, ce sera le 3 juin avec design et propriété intellectuelle. Et ça, donc, je vous serai informé du moment où vous pourrez vous inscrire si cette thématique vous intéresse. Et le 20, nous allons certainement faire une table ronde avec des porteurs de projets que nous accompagnons pour avoir un témoignage sur les études, les accompagnements design que nous faisons avec eux. Alors, l'ensemble de ces webinaires, les spéciales, sont où on fait venir systématiquement un expert externe, un intervenant externe, sont tous disponibles, tous les enregistrements sont disponibles sur notre site internet designspot.fr et vous avez donc tout est enregistré, donc cette session-là est enregistrée également. Alors, le Design Spot, c'est une équipe, une petite équipe, puisqu'on est 4. Donc, il y a 2 personnes qui ne sont pas représentées ici, c'est Lorraine et Kevin, qui s'occupent à la fois des aspects de coordination, mais aussi de communication Design Spot. Et plutôt dans la, on va dire, production des accompagnements des cours, vous avez donc Vincent Créance, qui est le directeur du Design Spot. Donc, Vincent Créance, qui a une grosse expérience dans l'industrie, donc téléphonie et transport essentiellement.
et moi qui suis là en fait pour pour accompagner les projets. Donc voilà, je suis je suis en charge de la gestion des projets, des accompagnements du Design Spot. Et ces accompagnements, nous les faisons avec des designers, des experts externes. Donc voilà, vous avez quelques designers avec qui on travaille, qui sont des designers de toute discipline, graphique, produit, interface, voilà, avec qui on est amené à collaborer. Et moi, personnellement, j'ai une spécialité en éco-conception, éco-design, qui nous permet aussi d'intégrer la problématique environnementale dans nos accompagnements. Donc là, vous avez ici un aperçu de quelques projets, voilà, avec quelques images, pour vous montrer la diversité des projets qu'on est amené à accompagner. Donc ça, c'est quelques productions qu'on a pu faire ici au Design Spot. Et il y en a beaucoup qui sont en cours. Et j'espère que j'aurai la chance de pouvoir vous en présenter certains qui sont vraiment très prometteurs. Donc, je vais maintenant laisser la parole à William. Alors, je rappelle juste, avant qu'il commence, les quelques règles j'ai déjà évoquées, mais pour les nouveaux arrivants, c'est important que j'y reprécise. Donc, de couper le micro, couper la caméra. Vous aurez donc pendant cette présentation deux pauses, une pause au milieu et à la fin une dernière pause où vous pourrez poser les questions en direct à William. Alors, soit vous avez des questions que vous pouvez poser dans le chat, des questions qui vous viennent au fil de la présentation. Dans ce cas-là, c'est moi qui pourrais les poser à William. Ou sinon, n'hésitez pas pendant ces deux temps de pause de poser vous-même vos questions en activant votre micro. Voilà. William, je te laisse maintenant la parole. Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être là. Merci à Design Spot et du coup Johan aussi pour cette présentation. On va du coup aujourd'hui parler donc de fabrication additive, d'impression 3D. Je vais vous parler de Bold, un petit peu comment tout ça s'est structuré. Et puis, voilà, écoutez, allons-y. Et voilà, comme disait Johan aussi, on va faire quelques petites pauses. On pourra discuter ensemble autour de ces sujets. Et j'essaierai aussi de répondre à vos questions tant que faire se peut. Alors, Bold, du coup, pour commencer, eh bien, c'est moi-même, William Boujon et Julien Benayoun. On a créé la structure il y a une dizaine d'années maintenant. Et on travaille sur 3 pans en fait différents. On va avoir principalement du coup une activité autour de l'accompagnement des entreprises sur le développement produit. On va travailler sur du mobilier, on va travailler vraiment sur du produit de la manufacture, un petit peu de scénographie, un petit peu d'espace. Donc ça, c'est toute la partie accompagnement des entreprises qu'on fait en partie aussi avec le Design Spot. On va avoir toute une partie qu'on appelle nous Design Lab, donc de R&D, de recherche, autour des matériaux, autour des outils, dont l'impression 3D, qui va nous intéresser aujourd'hui. Et toute une partie aussi transmission, ce que je suis en train de faire là, un petit peu du coup avec ce webinaire, mais aussi dans des écoles, dans des structures comme on a pu le faire avec le Centre Pompidou, voilà. Donc, sur la petite historique aussi, alors j'ai fait un petit mélange, vous allez voir au niveau de la structure de la présentation. J'ai voulu du coup que ce soit un petit peu vivant, donc on va partir sur plusieurs, ça va se structurer voilà, de manière un petit peu ponctuée par des éléments techniques, parce qu'en fait c'est ça, on a tout le travail de Bold sur lequel je vais m'appuyer aussi pour vous expliquer des choses sur l'impression 3D. Puis il y a les éléments techniques qui sont vraiment des éléments autour d'impression 3D qui vont apparaître au fur et à mesure. Donc déjà la première chose, c'est qu'avec Bold, on a travaillé au démarrage, et nous, ça a été un peu la découverte en fait de l'impression 3D. Alors on en avait entendu parler, on commençait à l'appréhender un petit peu, et Doud, qui est une entreprise qui crée des imprimantes 3D dépôt de fil, est venu nous contacter pour nous demander de leur dessiner leur machine. Ce que vous avez à l'écran là, c'est leur prototype
qui était donc un prototype fonctionnel et qui fonctionnait très bien mécaniquement, mais qui n'avait pas encore été vraiment travaillé en tant que produit, en tant qu'objet. Donc déjà, ils sont venus nous voir pour faire, on les a accompagnés en fait pour dessiner l'objet, et on est arrivé donc à ce produit pour avoir un objet une imprimante du coup, qui pourrait se retrouver dans des environnements plus domestiques plus facilement, moins à l'atelier. Et c'est du coup en ayant ce premier prototype, cette première imprimante au studio, que nous avons commencé du coup à travailler non seulement sur le produit pour le développer, mais aussi à commencer à faire des tests. Et on y reviendra un petit peu. Je vais vous parler d'un tout premier projet, en fait, qui a été la manière dont on a abordé un petit peu l'impression 3D au démarrage. L'impression 3D, au démarrage, a principalement été utilisée pour le prototypage. Donc, on prototypait en impression 3D pour pouvoir ensuite réaliser les pièces en injection plastique ou autres techniques de fabrication. Ici, on a travaillé, c'était une commande en fait d'un lieu qui s'appelait Laboratoire sur Paris, et qui nous a commandé en fait un objet à travers le travail de Todd McCover. C'était une expérience entre art et science, et donc ils avaient cet objet qu'on a appelé l'orbe, qui devait être créé pour retransmettre en fait les vibrations des cordes vocales dans les mains. Donc on a dessiné cet objet, et donc là ce que vous voyez sur l'image, en fait, vous allez avoir les différentes étapes de réflexion, de travail autour de la forme et de l'objet. Mais aussi les différentes impressions 3D en fait qui nous ont permis en fait d'appréhender la création de cet objet, mais aussi l'impression 3D. Parce que typiquement l'objet que vous avez en fait sous les yeux, ou les formes là, ont été au démarrage réalisées avec une imprimante dépôt de fil, dont on verra un petit peu tout à l'heure plus exactement les différentes techniques. Mais en fait, c'est une forme qui n'est pas du tout adaptée en réalité à l'impression dépôt de fil. Donc au début, on est parti un petit peu comme ça. Et puis, donc pour ce prototypage, en fait, ça nous a permis de valider déjà des éléments techniques, des formes, des emboîtements, voilà, pour que l'objet puisse fonctionner. Et le choix qui a été retenu pour l'objet final, c'était de la porcelaine. Donc c'est un objet qui a été réalisé ensuite, qui est, mine de rien, c'est technique parce qu'il y a quand même des éléments d'emboîtement et autres, mécaniques, mais qui a été réalisé en porcelaine de Limoges. Donc là, utilisation de l'impression 3D pour vraiment le prototypage. On va rentrer un petit peu, voilà, une dernière petite image du coup de l'orbe dans les mains. Et on va rentrer du coup maintenant sur quelques notions autour du coup de la fabrication additive. Alors bon, voilà une petite frise en fait qu'on aime bien parce qu'elle repose un petit peu les choses sur une temporalité par rapport à la création de cet outil en fait qui est l'imprimante 3D et la fabrication additive. C'est vraiment un outil supplémentaire pour la fabrication, pour la création, qui s'ajoute à toute l'histoire de la fabrication et de l'usinage, hein, j'ai envie de dire. Pour la création, bien sûr, pour la conception de ce qu'on va imprimer en 3D, il y a du coup évidemment un logiciel 3D en amont. Bien choisir son logiciel, on a mis ça parce qu'en fait, c'est vraiment ça. On va avoir vraiment énormément de types de logiciels 3D sur le marché. Mais vraiment, selon en fait l'utilisation qu'on va en avoir, on va se diriger vers tel ou tel type de logiciel, hein. Tous les logiciels 3D ne se valent pas et ils n'ont pas les mêmes capacités.
Donc, selon si on va faire vraiment du design technique, on va s'orienter vers des logiciels plus avec des tolérances, des emboîtements, de la mécanique sur du SolidWorks, sur du Fusion 360, du rhinocéros en intermédiaire, mais qui n'a pas de paramétrique, mais qui a des avantages pour les créations de formes parfois plus complexes, ou encore avec des outils comme Grasshopper sur Rhinoceros qui permettent du coup là de rentrer dans un design paramétrique, mais un petit peu différent que SolidWorks ou Fusion. Voilà, donc le questionnement du bon logiciel 3D est déjà voilà, une étape. Ensuite, les règles de base du coup de l'impression 3D, ça va être pour la création de ce fichier. Donc, alors, on a un logiciel 3D. On va du coup créer avec ce logiciel 3D un volume. Donc, alors bon, là, par exemple, on vous a mis aussi les autres manières, hein, parce qu'il y a parfois aussi, on peut travailler et lancer une impression sans avoir créé forcément le logiciel. Il y a aujourd'hui des banques sur Internet où on peut récupérer ou acheter des modèles 3D qui sont imprimables directement. Donc, une fois qu'on a récupéré ce fichier est un .stl. Alors, STL, en fait, STL pour stéréolithographie. Stéréolithographie, qui est une des premières techniques vraiment d'impression 3D qui est apparue. Donc, ça permet, voilà, c'est aujourd'hui normalisé, hein, c'est vraiment le type de fichier qu'on va utiliser. Et sur le mode de fonctionnement, on va avoir notre fichier STL que nous allons transformer à travers un autre logiciel qui s'appelle un slicer. On y reviendra un petit peu plus tard, pour obtenir un point G-code. Le point G-code, en fait, c'est un fichier qui va donner des informations à la machine sur ses déplacements, les températures de chauffe, par exemple, si c'est sur du thermoplastique, voilà, toutes les informations qui vont faire fonctionner la machine. Qui est un moment sur lequel on peut aussi agir. On verra aussi un petit peu plus tard. Et là, du coup, on obtient notre impression. Donc ça, peu importe en fait les techniques hein, ou les types de machines, c'est toujours le même scénario. Hein. Donc sur les différentes technologies, on va avoir de nombreuses technologies qui se transforment, qui évoluent en permanence aussi, bien entendu. Donc là, je vais pas rentrer dans le détail hein, vraiment de tout, mais ça vous permet de visualiser un petit peu. Et là, alors, je reviendrai un petit peu plus tard aussi sur les différentes techniques, mais principalement là, nous, ce qui va nous intéresser pour le démarrage en tout cas, ça va être l'impression 3D des pots de fil. Donc l'impression 3D des pots de fil, c'est une technique qui aujourd'hui est la plus répandue parce que ça permet, c'est rentré aussi, ça rentre dans des applications en fait et des utilisations assez simples. Sur l'utilisation de la machine, on va avoir un thermoplastique, comme vous pouvez le voir là sur l'image, qui va être conditionné en général en bobine. Alors, il y a aussi des systèmes qui existent avec des granules, voilà, ou des mélangeurs, mais c'est moins présent. Mais aujourd'hui, on a la bobine de fil qui pourrait être apparentée à la cartouche d'imprimante, hein, c'est vraiment ça, qui va passer dans un extrudeur chauffé selon le matériau à des températures différentes, mais en général, on est autour de 200 degrés, et qui va du coup faire sortir un filet de matière fondue qu'elle va déposer selon les coordonnées qu'on lui a transmis à travers le G-code et le type de pièce qu'on a décidé d'imprimer. Donc, c'est une technique qui est intéressante parce que bah, elle s'est démocratisée de plus en plus, que du coup les machines coûtent moins cher, que on va avoir de plus en plus de gens qui font des recherches sur les matériaux aussi, sur les filaments.
Donc, on va avoir des filaments composites, on va avoir des filaments flex, on va avoir des filaments avec des charges différentes, on peut avoir des charges de bois, des charges, alors il peut y avoir du café, il peut y avoir, voilà, il y a toutes sortes de choses qui se font, qui se testent, alors avec des propriétés sur les matériaux qui peuvent varier, hein, qui sont, voilà, selon les types de projets. Et le matériau principalement utilisé en fait sur le dépôt de fil aujourd'hui va être du PLA. Alors, le PLA, c'est donc un matériau polylactique acide qui est issu en grande majorité en fait du maïs. Et ça permet du coup de. C'est un matériau qui est arrivé quand même un petit peu sur le marché avec une dimension d'éco-conception assez importante. Là, je vais vous faire vous donner une petite info par rapport à ça. Et c'est vrai, parce que du coup, il y a un impact carbone qui est quand même limité parce que l'extraction, qui n'est pas l'extraction directement pétrolière. Par contre, la problématique avec le PLA aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de filière de recyclage du PLA. Alors, il est possible de le recycler parce que, en fait, on peut potentiellement rebroyer des objets qui ont été imprimés en PLA, refondre le PLA et refaire de la bobine. Ça, sur la théorie, c'est vrai, c'est complètement possible. Il y a quelques personnes qui commencent à se frotter à ce travail-là, mais c'est pas évident. Et il n'y a pas de filière aujourd'hui vraiment complète là-dessus. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut imprimer d'autres types de matériaux et que, par exemple, le PET, qui est du coup un matériau, un thermoplastique qu'on connaît très bien parce que c'est lui qui va faire avec, on va faire les bouteilles en plastique, on va faire énormément de choses. Et les filières de recyclage, pour le coup, sur le PET existent. Donc ça, c'est quand même intéressant de pouvoir imprimer un objet, d'avoir une filière de recyclage qui est existante et à la mort de l'objet, pouvoir le mettre dans le bac jaune et se dire qu'il part en recyclage. Voilà, ça c'était le petit point matière. Donc voilà, il y a quelques marques, hein, il y en a de plus en plus aussi en France qui développent des machines. Alors sur l'imprimante 3D des pots de fil, il y a bien sûr Ultimaker qu'on connaît très bien et qui est un petit peu partout. Et puis il y a de plus en plus d'autres marques aussi sur le marché, dont des marques françaises, dont Doud par exemple, qui là depuis a été racheté par une structure qui s'appelle VS Project et qui continue à faire ce développement sur des machines qui sont très intéressantes et qui sont parfois à des prix plus intéressants que l'Ultimaker sur des compétences tout à fait comparables euh, et, euh, euh, et puis sur des secteurs plus proches, sur la France directement. Alors bon, bah, l'impression 3D, évidemment, ça reste un outil, hein, une imprimante 3D, donc on va avoir des contraintes. Sur n'importe quel outil, il y a des contraintes. Et il y a toujours eu un petit peu, enfin, quand on ne connaît pas bien l'outil impression 3D, on a un petit peu l'impression que tout est possible avec l'impression 3D. Alors, il y a plein de choses qui sont possibles, plein de nouvelles choses aussi qui sont possibles avec ces outils-là. Mais on va avoir des contraintes dues à la matière, aux résistances et au type de matériaux qu'on va utiliser. Donc là, voilà un petit panneau, un petit tableau du coup qui regroupe ces éléments-là. La source, c'est 3D Hubs. On vous invite à aller voir euh, sur 3D Hubs. Ils ont énormément de documentation très bien faite sur ces sujets-là et sur tous les types d'impression 3D. Si vous avez besoin d'avoir des informations plus précises sur certaines choses, n'hésitez surtout pas à aller vous documenter là-bas. Alors, quelques petites recherches. Ça, en fait, j'aime bien et on aime bien vous présenter ces images-là parce que en fait, c'est les toutes premières recherches qu'on a faites en impression 3D. Chez Bold, en fait, quand on a eu du coup ce premier prototype d'imprimante à l'atelier, ce qu'on a fait, c'est que nous avons décidé de nous créer un petit carnet de croquis, j'ai envie de dire, d'impression 3D, pour voir un petit peu ce qu'il était possible d'en faire.
Et donc, on a expérimenté vraiment l'outil imprimante 3D. C'est ce qu'on incite tous les étudiants ou les gens qu'on peut avoir en formation parfois, c'est-à-dire que pour connaître un outil, de toute façon, il faut l'expérimenter, le pousser parfois un petit peu dans ses retranchements pour réussir à l'appréhender. Un petit projet qui, dans cette même démarche, en fait, a été développé au sein de Bold, donc vraiment au sein de ce qu'on appelle le lab. C'est un projet au démarrage sur le stylo. Et l'idée, parce que notre travail, et vous allez le voir sur les différents projets, euh, notre travail a été d'essayer d'orienter justement, d'utiliser l'outil imprimante 3D pour réussir à avoir un objet fini et fonctionnel à la sortie de l'impression. Parce que pendant longtemps, surtout sur le dépôt de fil, quand ça a commencé à se démocratiser, en fait, on a eu beaucoup d'objets qui sortaient en impression 3D qui étaient des objets décoratifs, du porte-clés, des petites choses, voilà, pas forcément toujours très fonctionnelles. Et nous, l'idée a été de se dire, OK, on voudrait éliminer au maximum le travail de post-production sur l'objet, avoir un temps d'impression convenable par rapport à l'objet, et puis avoir un objet vraiment fonctionnel directement qui puisse partir en vente. Donc le premier projet sur lequel on a travaillé dans ce sens-là, c'était ce petit stylo que nous avons lié, du coup, je vous en parlais tout à l'heure rapidement, à Rhinoceros et Grasshopper, pour en fait créer un élément paramétrique pour la création du stylo, ce qui permettait d'avoir en fait des variations sur les stylos euh, en termes là, par exemple, de nombre de torsades, de longueur, voilà. Et du coup, en fait, avec ces quelques petits éléments ces petits curseurs qu'on va modifier, permet de changer complètement la forme. Et là, c'est là que l'impression 3D est très intéressante, c'est parce que vu qu'on a un outillage qui est limité, qu'on ne va pas rentrer dans la création d'un moule, par exemple, qui coûte cher pour avoir un produit à un coût convenable sur des grosses productions, on va pouvoir faire des variations à chaque impression, potentiellement. À partir du moment où on a respecté les règles de conception, tout peut s'imprimer. Et on n'a pas besoin de faire des quantités en fait importantes, on peut changer à chaque stylo par exemple. Alors un autre petit projet qu'on aime bien vous montrer, là c'est une autre démarche qu'on a prise, c'était une demande qu'on a eue pour la création d'un kakémono. Et en fait sur ce kakémono, on a décidé, il y a une construction qui est traditionnelle à la base, hein. Là il y a de la découpe de tôlerie, de la peinture, de la découpe et de la peinture d'aluminium. Et on a décidé juste de travailler sur des jonctions. Donc vous voyez là, par exemple, cette boucle, c'est un effet aussi esthétique sur cet objet. Cette boucle est un élément de jonction en fait sur les parties aluminium qui nous permettait du coup d'orienter à 45 degrés la structure. Ce qui, si on aurait dû le faire du coup autrement, aurait été vraiment compliqué mécaniquement à mettre en place. Donc là, l'impression 3D vient pour être un petit élément ici de jonction, mais ça pourrait être un élément de confort, ça pourrait être autre chose, un petit élément dans l'ensemble d'un projet. Alors que sur les stylos, c'est vraiment l'intégralité de l'objet qui est sur impression 3D. On parlait tout à l'heure des slicers. Alors le slicer, c'est ce qui va nous permettre d'obtenir ce G-code dont on a parlé tout à l'heure. Le G-code qui va être l'élément qui va donner enfin le fichier en tout cas, qui va regrouper l'intégralité des informations qu'on va donner à la machine pour qu'elle puisse créer l'objet. Donc là, deux petits slicers, alors il y en a bien d'autres, hein, mais deux populaires qui sont Cura et Simplify 3D, et qui permettent du coup la mise en place, une fois qu'on a
l'objet en 3D, en STL, ça va nous permettre du coup de caler les informations, les vitesses de passe, les températures de chauffe, tous les éléments dont on va avoir besoin pour la création de notre objet. Donc voilà, ça c'est des petites visualisations du slicer qui permettent de faire fonctionner la machine. Alors dans cette même démarche, là je vous ai parlé du slicer parce que le slicer, on peut l'utiliser soit de manière, mais c'est un petit peu comme tout, hein, soit l'utiliser de manière très conventionnelle sur une impression, soit on peut commencer à se questionner un petit peu pour le pousser dans sa limite. Et dans ce travail de recherche qu'on fait au sein de Bold aussi, il y a des expérimentations qui sont arrivées comme celle-ci, où on a commencé à jouer non seulement avec le slicer, mais aussi avec la conception 3D pour, pour permettre en fait à la machine de créer quelque chose pour lequel elle n'est pas faite. Et là, du coup, en fait, on vient jouer un petit peu avec ces erreurs pour créer un élément supplémentaire. Donc, on a créé une gamme pour une galerie, Galerie EBA aux États-Unis, qui nous a fait une commande en fait sur cet objet. Et c'est une petite gamme de vases en PLA chargés avec de la fibre de bois, qui sont donc les vases poilus. Donc voilà, c'est vraiment une recherche formelle et technique en fait sur l'objet. Donc il y a beaucoup de choses qu'on va faire comme ça. C'est-à-dire que sur la partie lab, on va pas avoir une démarche toujours, et c'est volontaire, de recherche de, de typologie d'objets complexes avec euh, des besoins utilitaires particuliers. Ce qui va nous intéresser, ça va être de pousser en fait des éléments techniques et faire de la recherche sur la matière. Et après, de là vont émerger des choses. Euh, un autre projet qui est ma foi assez différent encore, mais toujours bien sûr autour de l'impression 3D. La marque Owa qui vient aujourd'hui est venue nous voir parce qu'ils avaient un nouveau matériau. Et là, vraiment, dans ce travail en fait de recherche, en partenariat à l'époque avec le Tech Shop et Doud pour la machine, euh, ils avaient ce nouveau matériau et ils nous ont dit en gros, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec, qu'est-ce qui serait intéressant d'aller rechercher. Donc, on a expérimenté en fait cette matière pendant un moment. Et puis, on est arrivé sur la création de ces espèces de systèmes de cloches par rapport, en fait, vraiment aux capacités, en fait, bon, bah, non seulement du matériau, mais aussi de la machine, pour créer, en fait, une enceinte Bluetooth. Une enceinte Bluetooth qui serait entièrement imprimée en 3D, non seulement, mais aussi du coup, qui aurait la capacité d'évoluer, par rapport à ces changements de cloche, mais aussi, dans une démarche aussi, d'éco-conception, de pouvoir réparer des éléments ou réimprimer des éléments au fur et à mesure s'il y avait de la casse, s'il y avait, des volontés d'évolution. Donc ça, c'est une petite visualisation aussi d'une des techniques en fait qu'on a utilisées pour le mapping en fait sur des formes de nos patterns. Donc là, vous avez quelques cloches. Voilà, c'était les tout premiers travail d'intégration, parce qu'il y a ça aussi. C'est-à-dire que que je vous disais tout à l'heure, voilà, par exemple, sur la recherche, on n'essaye pas de pousser sur les typologies complexes d'objets, parce que c'est pas le but. Quand on va travailler, du coup, avec un client sur un produit comme une imprimante, comme pardon, une enceinte Bluetooth, il y a des éléments techniques importants qui vont être des contraintes. On va intégrer l'électronique, on va intégrer les visseries, on va intégrer tous les éléments mécaniques. Donc là, c'est évidemment beaucoup plus complexe. Donc voilà la petite enceinte avec ses différentes cloches.
Dans cette même démarche, du coup, on complexifie un petit peu toujours, et puis on va aller voir d'autres techniques en plus là. Sur ce projet, c'est un projet d'ailleurs sur lequel on a travaillé avec DesignSpot, qui nous a appelés pour ce projet. Et là, vous allez voir du coup les différentes démarches. C'est-à-dire que ça, c'est une utilisation aujourd'hui typique qu'on peut avoir de l'impression 3D. On va avoir en fait un premier travail de recherche formelle pour de l'évolution de forme. Voilà, essayer d'appréhender déjà un volume, ça va être la première démarche. Alors vous voyez, hein, on commence simplement, hein, parfois aussi avec de la pâte à modeler. Il n'est pas obligatoire de passer en 3D tout de suite, mais en tout cas la manipulation est importante. Et du coup, on va faire des tests. Là, on n'a pas besoin d'avoir une impression qui va être belle, forcément esthétique. Là, l'idée, c'est d'appréhender le volume. Voilà. Alors, juste pour dire, ça simplifie quand même sur ces étapes de travail en vitesse, en vitesse d'exécution. Mais on n'a rien inventé, hein. La sculpture a toujours existé. Il y a toujours eu des sculpteurs qui faisaient des volumes. Donc, évidemment, là, on va beaucoup plus rapidement sur le process, hein. Alors ici, c'est une partie du coup de cet objet qui est du coup une partie de radiateur. Parce qu'il y a pas mal d'électronique dedans. C'est un objet donc avec des processeurs qui vont avoir tendance à dégager pas mal de chaleur. Et il faut sortir la chaleur de l'objet. Donc c'est une partie de radiateur ici qui a été conçue. Ouais, c'est beaucoup plus technique qu'un vase pour le coup. Mais là, qui a été conçu du coup sur un logiciel de 3D, Fusion, pour celui-là, et qui a été imprimé en 3D directement en aluminium. Parce que du coup, évidemment, il nous faut un radiateur en aluminium pour dissiper la chaleur. Et là, l'impression 3D correspond complètement sur des phases de prototypage. Ce qui est intéressant à voir, c'est en fait sur le développement d'un produit, on peut vraiment utiliser l'impression 3D de manière importante pour être efficace sur le développement du produit ainsi que toutes ces itérations. Par contre, en fait, quand on va rentrer en phase de production, s'il y a des grosses quantités qui vont être demandées, il faudra réorienter le produit et l'adapter en partie pour du moulage, pour de l'injection, pour des techniques plus traditionnelles. Mais on en reparlera tout à l'heure aussi un petit peu. Donc voilà, vous voyez l'objet. Alors là, c'est intéressant aussi parce que sur une pièce comme celle-là, en fait, vous avez du coup un élément sur la gauche qui va être un élément en aluminium, imprimé en aluminium, et puis sur la droite, l'objet monté. Et en fait, l'objet a été intégralement imprimé en 3D, avec des techniques différentes. On a utilisé, et on y reviendra tout à l'heure sur les différentes techniques, on a utilisé de l'impression directement d'aluminium pour les parties qui avaient besoin de dissiper la chaleur. On a utilisé des techniques polyjet, dont on reparlera aussi tout à l'heure, pour la réalisation des boutons, par exemple, qui sont du coup des polymères souples. Et puis, on va avoir des éléments en fritage aussi, qui est une autre technique. Donc voilà, sur un objet comme celui-là, qui est un objet complexe, on va multiplier en fait les techniques d'impression 3D. Et je vais même aller jusqu'au bout pour vous raconter la petite anecdote, parce que c'est intéressant. Toutes les réalisations, par exemple, des boutons au démarrage qui ont été faits en polyjet fonctionnent très bien, mais ne nous convenaient pas tout à fait sur la qualité au toucher, en fait, tout simplement. Et donc, pour le deuxième prototype, nous avons fait appel à quelqu'un qui nous a fait un moule à l'ancienne. Alors, lui a imprimé ses moules en impression 3D, mais pour mouler des éléments en silicone, qui avait du coup une silicone qui avait une texture qui nous convenait sur le produit. Donc voilà, on revient toujours, on peut revenir. Voilà. L'idée, c'est vraiment de jongler comme ça entre les techniques. Est-ce que on. Parce qu'il y a beaucoup de choses, est-ce qu'on se ferait une petite pause question? Je ne sais pas, Johan, qu'est-ce que tu en penses Et maintenant ou C'est une j'avance encore un peu, comme vous voulez? c'est une très bonne idée de faire une petite pause question maintenant. Donc,
Moi, j'en ai des questions. Donc, le temps que les participants, voilà, dès que vous avez une question, vous pouvez, il y a une petite icône pour lever la main. Comme ça, je donne la parole si vous voulez parler de vive voix. Donc, alors moi, sur mes questions, tu as fait un lien à un moment avec l'aspect environnemental, qui est une question qui est vraiment grandissante chez nous sur les différents projets qu'on peut accompagner. Euh, et effectivement, on peut se poser des questions sur l'intérêt environnemental donc, de ces solutions d'impression 3D. Bon, pour faire du prototypage, la question n'est pas trop là, mais si dès qu'on veut faire de la série, ça peut effectivement être un petit peu plus problématique. Alors le PLA, effectivement, l'avantage, c'est le fait que ce soit une ressource issue, une ressource renouvelable, issue donc de la fabrication de PLA est fabriqué à base d'amidon, qui peut être de maïs, de pommes de terre, etc. Et ça, l'avantage, c'est l'aspect renouvelable, mais l'inconvénient, ça va être l'origine de cette matière qui qui est souvent originaire de pays comme l'Inde ou d'autres pays un peu éloignés. Et la proximité. Et la filière de recyclage derrière, quoi. Ouais. Et après, la filière de recyclage, mais même rien que sur la production, origine des matières, OGM, mode d'agriculture. Donc, il y a beaucoup de questions autour de l'environnement et de tout ce qui est technique d'impression 3D. Du coup, ma question, c'est vous, est-ce que vous essayez quand même d'expérimenter des choses qui vont dans ce sens-là? Enfin, tu as parlé du PET recyclé. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous avez expérimentés sur cette thématique? Alors, oui, de toute façon, chez Bold, on a cette fibre-là. On a cette fibre autour de l'éco-conception et on essaye de l'intégrer au maximum. Il y a, il y a pas, en fait, de mon point de vue en tout cas, là, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas 40 000 solutions de toute façon qui existent sur ces sujets. C'est vrai par rapport à ce que tu dis, le PLA est questionnable. Parce qu'en fait, le truc, c'est que le PLA, quand il est arrivé sur le marché, il a été présenté comme c'est génial, c'est recyclé, recyclable, en plus, c'est pas issu du pétrole directement. Enfin voilà. Après, c'est ce qui est vendu sur le papier à la base, à l'apparition de nouvelles techno. Hein. Et puis après, on voit les travers, comme tu le dis, sur la manière dont il est produit, qui peut être parfois questionnable. Et puis après, sur les filières de recyclage. Ça, voilà. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire que la réponse par rapport à cette problématique-là, ce qui nous paraît le plus cohérent chez Bold, en tout cas, ça va être, bien sûr, on peut continuer à utiliser ce matériau, mais sur des productions, des échelles convenables. Sinon, on va plus avoir tendance à essayer d'orienter vers un PET, parce que le PET et la filière de cyclage existent. Voilà. C'est Donc, comme ça aujourd'hui qu'on répondra à cette question, quoi. ok, ok. Et ça Donc, évoluera peut-être, hein, parce que voilà. mais il y a des choses intéressantes sur les plastiques issus du recyclage, avec Precious Plastic, par exemple. Enfin, il y a des solutions, enfin, des expérimentations sur cette problématique-là. Oui, alors il y a de plus en plus, et en effet, tu as raison, il y a de plus en plus de gens qui se questionnent là-dessus, sur aussi la création et la conception de machines à faire du filament. C'est pas encore suffisamment développé et réellement présent. Mais là où ça va commencer à devenir intéressant, ça va être quand on s'achète, par exemple, aujourd'hui, si on achète une machine de stéréolithographie, on va acheter à côté une machine UV qui va permettre de stabiliser la résine. Okay, donc en fait, on achète une machine, mais on achète deux machines en réalité. Ce qui va commencer à être intéressant sur le dépôt de fil, ça va être quand on va acheter potentiellement une imprimante 3D et de quoi faire du filament derrière. Parce que du coup, on a une capacité en fait de recyclage de ses propres éléments, des chutes, des erreurs pour pouvoir refaire. Bon, alors on n'est pas encore là du tout. Hein. Mais en tout cas, il y a pas mal comme tu disais, Precious Plastic, pas mal de structures qui commencent à vraiment s'intéresser à la création d'objets sur de l'objet recyclé.
Et là, Et sur le, d'ailleurs, vous êtes partie prenante du 8 Fab Lab ou 8 Fab Lab, je ne sais pas comment on l'appelle, avec la Fab Unit. Ça, ouais. pour l'instant, il y a l'utilisation de sites de plastique recyclé, mais pas en impression. Non, pas forcément, mais en fait, après, bon, c'est vrai que là, aujourd'hui, le thème particulier, c'est l'impression 3D, mais on travaille sur beaucoup d'autres thèmes aussi. Et en effet, tout ce qui est recyclage, il y a beaucoup de manières de venir retravailler du plastique recyclé. Et une des techniques est, par exemple, la fabrication de plaques. Euh, donc la récupération de plastique, d'éléments, de recréer du copeau et puis de recréer de la plaque. Une fois qu'on recrée de la plaque, on recrée une matière première euh, qui va pouvoir être exploitée en plus avec toutes les capacités des thermoplastiques sur les pliages et autres, quoi. Ok, très bien. Donc, ça, c'était sur la petite parenthèse environnementale, parce que moi, c'est un sujet qui est particulièrement important à traiter maintenant. Oui, Je pense que toujours faire. il est largement l'heure de le traiter, je pense, ce sujet, hein. Oui, on est à la bourre, on est à la bourre. On est à la bourre. Mais en tout cas, l'impression 3D peut avoir aussi un intérêt. Alors, je ne sais pas si c'est des choses que tu vas traiter là dans ta présentation, mais sur ce qu'on appelle l'upcycling, le surcyclage ou la valorisation, la réparabilité de certains produits, où là, il y a un enjeu important. Et je pense que là, l'impression 3D peut avoir un rôle à jouer important, malgré l'impact à la fabrication en consommation d'énergie. On peut quand même pallier, faire en sorte de prolonger la durée de vie de certains des produits avec ces technos. Alors oui, alors j'ai pas prévu, c'est très bien que tu l'abordes parce que j'ai pas prévu d'en parler. Donc c'est très Ok. bien qu'on en discute là, ouais, au final. Euh, je suis assez, je sais pas. Je suis un peu dubitatif en fait euh, je suis pas convaincu que ce soit vraiment à la portée de tout le monde de la réparabilité en fait de ces objets. Oui. Tu vois, en Alors, plus, sinon, pas du les particulier, objets. Pardon? peut-être pas du particulier, mais peut-être Oui, des voilà, non, tout à entreprises fait. ou Voilà, des c'est gens ça, en fait, c'est qui ont l'échelle. des compétences, voilà, qui peuvent réparer à une petite échelle Oui, des voilà, éléments. c'est ça. Non, mais c'est ça que je voulais. En fait, au niveau du particulier, ça me paraît quand même compliqué, même s'il y a de plus en plus de particuliers qui s'équipent avec des imprimantes 3D. Maintenant, avec des structures comme Fabionip, par exemple, voilà, sur la réparabilité de l'objet, là, c'est intéressant. Et ça ouvre des portes. Euh, voilà, Ok. ça offre en effet la possibilité, parce que c'est ça dont on est en train de parler, ça offre la possibilité de réparer et de recréer l'élément d'un objet en 3D et de l'imprimer pour pouvoir le réadapter à l'objet. Ce qui aujourd'hui est quasiment impossible en fait, parce qu'aucune marque ne met ses pièces détachées, ou très peu de marques en tout cas travaillent avec leurs pièces détachées Il y en a, ligne. il y a des obligations en tout cas de réparabilité par rapport à certains produits, mais après alors il y a d'autres opportunités. Alors je suis désolé, je suis un peu bavard sur ce sujet-là, mais il y a d'autres opportunités, je pense peut-être pas sur la fabrication directe de pièces, mais en tout cas sur la fabrication de moules qui vont permettre de faire en impression 3D pour faire des petites séries de pièces à moindre coût. Et là, je pense qu'il y a une opportunité très intéressante. Oui, oui, alors complètement, complètement, mais ça va dépendre après ça va dépendre des quantités. Parce que typiquement, je travaille avec un mouliste qui réalise ses moules en impression 3D. Une Mhm. partie de ses moules, en fait, en impression 3D. Mais dès qu'il commence à avoir une quantité, en fait, il est obligé de revenir à du traditionnel. Parce que les temps de fabrication et les coûts de fabrication, au final, ne matchent pas. Donc il va être obligé de se retourner vers des entreprises qui font du thermoformage, par exemple. Ok. Donc voilà, il y a une limite en fait. Il y a une limite. En fait, il faut vraiment. C'est le palier, on en parlera tout à l'heure aussi dans la présentation. Ça va être le palier entre la phase, les prototypages, les petites séries, et la quantité. Quand on passe à une certaine quantité, soit il faut l'unité de fabrication,
alors là, il n'y a pas de souci, hein, si tu as une unité de fabrication en imprimante 3D, on peut y aller. Mais voilà, il va parfois avoir besoin de repartir sur du traditionnel. Très bien. OK. Alors, j'ai quelques remarques et une question. J'ai 2 remarques et une question. Donc, pour l'impression 3D en silicone, la société ardéchoise, ah là, c'est de la pub, Silinov a été créée pour répondre à ce type de besoin. C'est hyper intéressant. Donc, voilà, peut-être une, une adresse intéressante, Silimov. Ensuite, il y a donc une autre solution. Ah oui, la question là, est-ce qu'une autre solution de métal que l'aluminium des pièces en 3D? Est-ce qu'il y a d'autres matériaux Ah oui, alors métalliques? complètement. Bah, je pense qu'on fait quasiment que tous les métaux, quoi, hein. Ça peut être de l'inox, ça peut être du cuivre, ça peut être de l'or, ça peut être oui, oui, tout. euh, c'est très large. D'accord. Donc nous, ce qui nous intéressait là sur ce projet-là, c'était de l'aluminium. Maintenant, ça va être, en fait, ça va vraiment dépendre des techniques. C'est-à-dire que on va avoir des techniques de welding, enfin de soudure aussi. On va avoir des techniques où il va y avoir une majorité d'aluminium, mais il va y avoir du liant aussi. Enfin, donc voilà. Après, par exemple, on ne pourra pas faire d'anodisation potentiellement avec certaines pièces parce qu'il y a des liants. Voilà, donc tout ça, après, il faut rentrer un petit peu dans le détail. Mais dans l'idée, il y a des structures aussi, je crois que c'est Shapeways par exemple, qui impriment de l'or. Vous pouvez faire imprimer des pièces en or, quoi. OK. Sans passer par une phase de moulage par cire perdue ou des Non. choses Ouais, exactement, direct. directes. Très bien. Merci William. Une autre, alors oui, bon, c'est pas de la pub hein, pour la formation tout à l'heure sur la société ardéchoise, c'est un petit commentaire, mais apparemment c'est une formation sur ce sujet-là. Donc là, alors une question alors sur l'open source, est-ce que tu vas aborder ce thème-là ou pas? Alors, je vais l'aborder, bah, on peut l'aborder maintenant, si vous voulez. Non, j'ai quelques éléments, oui, enfin, où je l'aborde rapidement, mais j'ai pas un Quentin, est-ce sujet que, particulier là-dessus, quoi. Quentin, est-ce que tu veux poser la question en direct à William? Bonjour, ouais, je ne sais pas si vous m'entendez, je suis un peu dans un Très bien, environnement Très bruyant. bien. Bonjour très bien. Quentin. Nickel, bonjour. Déjà, super présentation, super cool. C'est pas mal d'entendre un peu des informations sur l'impression de 3D. Effectivement, ça pose beaucoup de questions sur la copie, sur la fabrication personnelle. Et du coup, je voulais savoir si vous étiez, enfin, quelle était un peu votre opinion sur le fait d'ouvrir, au-delà de la fabrication, d'ouvrir le design et la conception, d'où ma question sur l'open design et l'open source. Voilà. Merci. Bah, alors, quel est mon point de vue? Je pense que l'open source est une très bonne chose. Après, je pense que c'est adapté à certains types de projets et ça l'est moins pour d'autres. En fait, je pense que c'est juste ça. Mais il y a un mode de fonctionnement, en tout cas autour de l'open source, qui permet une valorisation des savoir-faire, qui permet de créer de véritables économies. Voilà, ça aujourd'hui, il n'y a plus de questions, vraiment, enfin, de mon point de vue en tout cas, à ce sujet-là. Euh, Ça va être un levier de montée en compétence aussi sur certains sujets, parce que l'open source, du coup, induit effectivement un- une accessibilité à zéro, enfin en temps juste. Et du oui, coup, ça peut, je pense, amener des gens à s'impliquer, à s'intéresser dans un sujet. Et du coup, je pense que c'est même tout bénéf pour des entreprises qui après gagnent leur vie en proposant des solutions payantes. disons que ce qui est hyper intéressant quand même avec l'open source aussi, c'est la possibilité d'itération, enfin de transformation et d'évolution des objets à vitesse grand V. Parce que sinon, enfin, là, le mode de fonctionnement dans lequel on était, il y a toujours eu un peu d'open source, hein, même que ce soit entre voisins ou collaborateurs, je sais pas, tu vois, bon, là, c'est à une autre échelle, complètement. Euh, à l'échelle mondiale, ce qui est intéressant, c'est que voilà, sur un mode de fonctionnement où on va déposer un brevet, il faut transformer le brevet, ou alors il faut attendre que le brevet soit disponible pour pouvoir faire évoluer l'objet.
Là, du coup, en fait, on va retrouver des itérations beaucoup plus rapides avec, du coup, des gens qui vont s'emparer du projet directement. Et ce qui a été le cas pour l'imprimante 3D, d'ailleurs, hein. Ah oui, ça, je ne l'ai pas trop dit, mais dans l'historique, en fait, c'est quand même ça. La RepRap, du coup, est une machine qui a été quand même créée et conçue par un ingénieur, et il a mis l'intégralité des plans à disposition dès le démarrage. Et pourquoi aujourd'hui l'imprimante 3D des pots de fil a été démocratisée à ce point-là? C'est grâce à l'open source, typiquement. C'est parce que les itérations et les transformations sur la machine ont été beaucoup plus rapides. Alors, évidemment, il y a toujours des entreprises qui vont faire, OK, bon, alors moi, tac, je vais, je sais pas, l'extrudeur, par exemple, je vais devenir fabricant d'extrudeur, et puis je fais un patent, un brevet dessus, spécifiquement en élément. Mais sur l'ensemble, c'est de l'open source. Et du coup, typiquement, l'open source est très intéressante pour ça aussi, parce qu'elle a permis, en fait, à l'impression 3D des pots de fil de se démocratiser beaucoup plus rapidement qu'elle ne l'aurait fait s'il y avait eu des brevets dans tous les sens. Et après, de toute façon, c'est l'open source, on va le retrouver de plus en plus aujourd'hui avec la transmission, parce qu'on est là-dedans avec Internet, mais que ce soit sur la permaculture, que ce soit sur des technologies beaucoup plus complexes, techniques, voilà. Bien sûr que pour des entreprises privées qui ont besoin on va dire, d'avoir un retour sur investissement par rapport aux études aux études de R&D, je pense que là, l'open source est peut-être plus compliqué à mettre en place. Mais c'est vrai que pour des solutions qui vont être dans le but d'avoir des choses partagées, peut-être sur de la production, sur des choses avec la volonté de relocaliser de la production, là, il faut être sur des choses plus ouvertes et plus collaboratives. Et du coup, l'open source a tout son sens. Tout à fait. Merci, William. Et merci, Quentin. Merci à vous. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, William, je te repasse la main. Si ça te va. Très bien, alors allons-y. Merci pour vos questions. Alors, faut que je reprenne mon petit. Regarde. Alors, sur ce projet-là, donc on est toujours donc sur du dépôt de fil. Là, on est parti en fait sur un travail, toujours ce travail de recherche, par rapport en fait aux possibilités et aux limites de la machine. Ce qui nous a intéressé là, on était sur le même type de travail qu'on a réalisé du coup avec le vase poilu. Et là, en fait, on a réalisé une série dans le même esprit qu'on a appelé tuiles, et qui est vraiment un travail en fait sur l'écoulement donc de la matière, et comment en fait les formes que vont créer cette orientation et le travail en fait avec la gravité, hein, tout simplement. Et donc là, on a laissé couler ces éléments sur les objets, et l'objet final en fait est retourné du coup à la fin. Donc c'est une collection en fait qui a participé à une exposition qui s'appelait Bronze Âge, organisée par le kiosque Mayenne. Et on salue tous les gens du kiosque Mayenne d'ailleurs, et qui avait du coup été exposé à côté d'un vase mérovingien. Sur cette exposition, c'était une très belle exposition, et pour faire un petit parallèle justement entre les techniques de fabrication ancestrale et ce qu'on fait aujourd'hui avec nos outils. Alors, on a parlé pas mal de dépôts de fil avec du plastique, enfin du PLA et autres PET, thermoplastique jusqu'à maintenant. Et là, je vais vous parler un petit peu de céramique. Donc, comme l'a signalé Johan tout à l'heure aussi, on travaille beaucoup avec le 8 Fab Lab qui se trouve à Cray, dans la Drôme, où il y a une machine d'impression 3D céramique.
Donc, alors, c'est un lieu qui est, je vais vous parler très rapidement du Fab Lab. C'est un lieu qui est très intéressant et qui offre en fait la possibilité de venir travailler, se former sur tout type de machines, des imprimantes 3D, des shopbots pour la découpe du bois, par exemple, et autres électroniques, autres ateliers. Et donc, on a pas mal utilisé cette technologie, on l'utilise de plus en plus autour de la Terre. Et donc, tout dans cette partie recherche un petit peu chez Bold aussi, là, ce qui nous intéresse, ça va être de travailler, alors évidemment, la machine, la technique, les techniques, bah, toujours le travail et de l'élément 3D et aussi de, de, de l'impression en elle-même, parce que en fait, l'impression, c'est un moment, surtout avec la Terre, où on va être présent en fait, autour de la machine. On va assister la machine pour la fabrication. C'est un petit peu plus complexe que l'impression. Il y a un côté un peu plus artisanal aussi. C'est un peu plus complexe que l'impression des pots de fil avec des polymères. Et donc là, ce qui va nous intéresser aussi sur ces projets que vous voyez là, ça a été aussi le travail que l'on a fait sur la matière, sur la terre. Donc ça, c'est de la chamotte imprimée, de la terre chamotte, et on a fait des mélanges de terre. Donc là, typiquement, hein, c'est pas du tout un effet de lumière que vous avez sur la pièce. C'est vraiment une terre noire et une terre blanche qui ont été préalablement mélangées pour obtenir en fait ces dégradés, ces transformations dans la matière. Là, ce qui nous intéresse aussi, et ça a toujours été un petit peu le but chez Bold, c'est en tout cas la direction qu'on essaye de prendre, c'est tant que faire se peut, c'est de créer des objets avec l'outil d'impression 3D que l'on ne pourrait pas créer autrement. Typiquement, ces mélanges là de matière sans cette technologie-là, ce serait, j'ai pas envie de dire impossible, mais très, 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 très complexe. Une autre, dans ce même travail, de recherche là, des pièces, que nous avons réalisées et qui ont été, acquises par le CNAP. Donc voilà, d'autres recherches autour de la Terre. Et ça, c'est vraiment typique de ce qu'on aime bien faire aussi, le travail d'échantillonnage. Sur le travail d'échantillonnage qui nous permet après de prendre des directions diverses et variées dans nos projets. Autour de cette imprimante 3D Terre, il y a pas mal de choses qui vont venir s'agglomérer. Et puis on a travaillé par exemple avec une artiste, Emmanuelle Roule, qui est venue travailler du coup au 8 Fab Lab et avec qui on a réalisé une série de pièces uniques en collaboration. Et d'ailleurs, c'est toujours une collaboration qui est en cours. Il y a des nouveaux projets qui sortiront avec Emmanuel. Et donc là, voilà, vous voyez du coup un petit peu des étapes de préparation. Donc la préparation des pains de terre avant l'impression et pendant l'impression. Donc là, il y a un mélange aussi qui a été réalisé avec un émail à intégrer, donc qui n'a pas forcément, qui n'est pas resté très présent par la suite, après la cuisson. Mais néanmoins, c'est ça, en fait. Ce qui est intéressant aussi sur cette image, c'est qu'il y a un côté très artisanal quand même là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, parfois, on entend des discours, ou en tout cas une peur potentielle que la machine va absolument remplacer l'homme. En tout cas, sur l'impression 3D, il y a toujours beaucoup de travail, que ce soit en préparation, ou que ce soit en post-production sur les pièces. Il y a toujours besoin de la main humaine et d'un expert. Donc voilà, vous voyez là les pièces après cuisson est terminées. Donc là, il y a vraiment un travail. Je vous inviterai à aller voir un peu plus en détail aussi ce projet, hein, si vous voulez, sur les réseaux ou sur notre site.
Donc là, voilà, il y a un travail de mise en abîme aussi par rapport à l'effet de texture sur les objets. Et donc là, voilà, une direction qui a commencé à partir sur de l'objet plus fonctionnel, sur de la carafe, de la théière. Et on travaille là en ce moment de plus en plus sur les différents émaux, donc pour avoir vraiment des éléments techniques fonctionnels sur ces objets. Alors, l'outil modifié, ouais, ça en fait, l'impression 3D reste vraiment un outil. Et j'aime à le dire et à le redire, c'est que l'imprimante ne fait pas tout et n'importe quoi. L'imprimante va faire ce qu'on lui demande de faire, hein. C'est aussi simple que ça. Une imprimante est aussi bête qu'un marteau et tout aussi utile qu'un marteau. Là, nous avons décidé de modifier l'objet, c'est-à-dire que au démarrage, c'était assez normalisé. Maintenant, on trouve de plus en plus de choses. Au démarrage, c'était assez normalisé. On avait quelques buses de taille assez standard. Et nous avions décidé de percer en fait une buse pour augmenter le débit de plastique, ce qui nous permettait de valoriser en fait cette notion de strate. Donc c'est quelque chose aujourd'hui qu'on utilise très régulièrement. Et je vais vous expliquer encore plus pourquoi après. Mais parce que, voilà, pendant longtemps, en fait, dans l'impression 3D, il y a eu ça aussi. Quand on imprime un objet en 3D en dépôt de fil, on va avoir des strates. Alors les strates, en général, on essayait de les faire les plus petites possibles, qu'elles disparaissent le plus possible. Alors ça fonctionne de mieux en mieux, c'est de plus en plus qualitatif au niveau de ces strates. Mais l'impression 3D, ce n'est pas de l'injection plastique. Donc sur l'injection plastique, on va avoir un plan de joint, par exemple, qui est lié à la technique de fabrication, et ces strates sont liées à la technique de l'impression 3D. Donc nous, en fait, sur notre travail formel aussi, on a décidé d'essayer de valoriser au maximum en fait ces strates. Et en plus, ce qui était intéressant, c'est qu'en faisant ça, on obtenait des objets qui s'imprimaient beaucoup plus rapidement et qui étaient beaucoup plus solides directement. Et c'est là que du coup, nous avons travaillé et commencé vraiment à nous intéresser à la production. Et à la fabrication, avec l'outil d'impression 3D qui nous donne, des possibilités encore différentes. Parce qu'on peut faire évoluer, comme je le disais tout à l'heure, sur chaque pièce, nous n'allons pas avoir besoin de la fabrication d'un moule, comme j'en parlais sur les stylos. Donc on va pouvoir faire évoluer très rapidement nos pièces et les faire et les donner, en fait, les mettre en fabrication les unes derrière les autres. Elles n'ont pas besoin d'être identiques. Donc là, voilà, un petit travail du coup sur l'assemblage de ces petites boîtes. Nous avons travaillé avec Habitat il y a quelques années du coup maintenant sur la création de sets de boîtes qui étaient fabriquées directement à Habitat. Alors c'était le Habitat à Châtelet, à Paris. Nous avions en fait installé l'atelier directement sur place, où nous avions sélectionné un certain nombre de boîtes, d'objets, et qui étaient créés sur place. Et donc, les gens, comme vous voyez sur la petite fiche à droite, les clients du magasin pouvaient choisir les coloris. Bon, il y avait un certain nombre de coloris à disposition parce qu'on avait fait une sélection aussi des couleurs, bien entendu. Et sélectionnaient, du coup, pouvaient jouer sur certaines dimensions. Et elles étaient imprimées dans la demi-heure, dans l'heure qui suivait, potentiellement, si c'était possible, parce que les commandes, voilà. Et c'était vraiment fait sur place. Et de cette impression, une boîte mettait une petite demi-heure à s'imprimer, 20 minutes, je crois, si je me rappelle bien. On avait l'objet, du coup, qui était fonctionnel immédiatement à la sortie de la machine. Ça, c'est une direction qu'on a pris avec Bold et qu'on a essayé de pousser un maximum. Donc il y a toute cette collection, cette petite collection de boîtes qui en est née et qui a été aussi déclinée. Je vais vous montrer après. Là, on a abordé du coup
la conception, oui, en partie avec le design et la 3D paramétrique, mais la création sur demande. Donc c'est en effet quelque chose qui est complètement possible. Donc nous, on l'a testé chez Habitat, ça fonctionnait, il est possible de mettre en place ça. Ce qui Tout à l'heure, Johan parlait aussi de production en quantité, et là, on rentre dans un autre sujet, en fait. Parce que pour faire de la production en quantité sur, de l'impression 3D, il faut une infrastructure. Ce qui est intéressant avec l'impression 3D, c'est qu'on peut développer en fait des chaînes, enfin des unités de fabrication sur des petits espaces et avoir du coup une capacité de production assez importante. On travaille nous de plus en plus avec Batchworks, qui est du coup une unité de fabrication qui bon, aujourd'hui a évolué encore un petit peu, mais à cette époque-là était contenue dans un container. Et dans le container, ils avaient toute cette unité de fabrication, euh, de production, d'emballage et d'expédition sur les objets. Et tout l'avantage, une fois de plus, avec ça, c'est que on annihile quasiment le stock. Pas besoin d'avoir du stock réellement, en fait. À la fur et à mesure que les commandes tombent, les objets sont produits. Quand on démarre une chaîne d'injection plastique, il faut faire une certaine quantité de pièces une fois que toutes les machines sont lancées. Sinon, ça n'a pas de sens, hein. Alors que là, on a cette production à la demande qui se fait. Par contre, ça demande quand même une certaine organisation, bien évidemment, et c'est l'unité de fabrication qui va c'est parce qu'il y a une unité de fabrication, qui est pensée, de A à Z qu'on va pouvoir, faire de la quantité et avec des prix convenables. Parce que rapidement, en fait, à l'impression 3D, si on n'a pas optimisé l'intégralité du process, on va avoir des objets qui vont coûter trop cher, en fait, à la production pour qu'on s'y retrouve. Donc des petites séries aussi, d'objets, qui ont été fabriqués, conçus par nous et qui sont fabriqués par Batchworks aujourd'hui. Des petites boîtes qu'on avait fait pour le Centre Pompidou. Donc c'est pareil, là, ce qui était intéressant, c'est qu'on a pu faire des tests sur des petites quantités et au fur et à mesure, les réassorts pouvaient se faire, au musée. Et ça, c'est un autre projet qu'on avait réalisé aussi avec Batchworks qui a fait la production pour Plumen, donc de luminaires en suspension. Et une suspension. Et du coup, là, ce qui est intéressant une fois de plus, c'est qu'on est quand même sur un objet. Vous voyez la photo en haut à gauche, on se rend bien compte du volume de l'objet. On est sur un volume qui est assez important. Néanmoins, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va utiliser uniquement la matière dont on a besoin sur l'impression 3D. Donc on va avoir un objet qui, somme toute, est assez léger et reste solide. Bon, alors voilà, et puis bon, maintenant, je vais vous parler aussi des différentes techniques de l'impression 3D. Alors là, ça va être, on va voir les différentes machines aussi qui existent assez rapidement, hein. Je regarde, attendez, je regarde l'heure qu'il est. Ok, on a un peu de temps, on est bien. Donc, ici, on a la technique de la stéréolithographie, qui est du coup une des premières techniques qui a existé, en fait, c'est la solidification de résine, voilà, par laser principalement. Donc on va avoir un bac de résine et alors bon, il y a aujourd'hui de nombreuses techniques, hein, qui existent, avec des architectures machines qui sont un petit peu différentes, mais en gros, le principe est celui-là. Et on va venir avec un laser solidifier les points. Et donc là, en fait, on va sortir l'objet directement du bain de résine. Ce qui est intéressant aussi là, c'est que on va, alors oui, toutes les différentes techniques ont des avantages et des inconvénients.
C'est bien ça qu'il faut se rendre compte. Selon les types, quand un client vient nous voir par rapport à son projet, selon le produit que nous allons faire, nous allons orienter du coup la fabrication vers tel type de machine ou tel type de machine, tel type de technologie. Parce que une résine va potentiellement être plus cassante qu'un dépôt de fil, ou inversement s'il y a des contraintes mécaniques ou autres. Donc il faut vraiment adapter en fonction de l'objet qu'on va y faire. Donc pour revenir sur la stéréolithographie, donc ici on va imprimer donc dans ce bac et en fait on va imprimer principalement des points qui vont se relier les uns aux autres. Ce qui est un petit peu différent, vous l'avez bien compris, par exemple au dépôt de fil dont on parlait tout à l'heure, où on va vraiment déposer couche par couche. Donc voilà des petits exemples. Donc là, il y a la Formlab, qui est une imprimante 3D résine qui est bien connue. Et puis des petits types de résines différents. Donc ça va de la transparence avec une variation du coup colorimétrique. Et alors ça, c'est la stéréolithographie est pareil en train complètement de se démocratiser, hein, vraiment sur les prix des machines. Aujourd'hui, il y a aussi la problématique avec la stéréolithographie, en fait, c'est la résine. La résine étant vraiment un produit, pour le coup, qui n'est pas sain du tout, jusqu'à ce qu'il soit stabilisé, hein, du moins avec les UV. Mais on va trouver aujourd'hui aussi un petit peu la même recherche qu'on a eue sur le dépôt de fil, avec toutes ces marques qui ont commencé à créer des types de PLA et autres différents. Et ben on commence à avoir un petit peu la même chose dans la stéréolithographie, où on va commencer à trouver des résines qui sont lavables à l'eau. On va commencer, voilà, à avoir des éco-résines apparaître. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut, je ne suis pas du tout un spécialiste là-dessus. Mais voilà, en tout cas, c'est en train d'émerger. Voyons voir ce qui se passe avec tout ça. Néanmoins, ça reste un outil très, très pratique pour certains éléments, la stéréolithographie. De toute façon, vous avez compris, hein, le tout dépôt de fil, le tout stéréolithographie, le tout polyjet ou je ne sais quoi, c'est pas trop notre credo, hein, c'est vraiment un outil pour une fonction ou une utilisation. Une autre technique, c'est le frittage, ce qu'on appelle le frittage par laser. Et alors là, en fait, on va avoir un système qui est un petit peu différent. Tout à l'heure, sur la stéréolithographie, on a ce bac de résine, on va venir solidifier les points. Ici, on va avoir des couches de comment on va appeler ça, en fait, c'est un petit espèce de substrat, on va dire. Farine? Pardon? C'est comme une farine, quoi. Oui, voilà, on a un bac de poudre en fait, et on va venir poser du coup couche par couche, une couche du coup de poudre, et puis on va venir solidifier, et puis une couche, on vient solidifier, on vient venir construire comme ça l'objet. Donc pour récupérer l'objet là, il y a un petit côté géologie, enfin archéologie, parce que quand on va sortir l'objet, on sort l'objet complètement de ce bac de poudre qu'on va devenir nettoyer par la suite. Donc là, c'est une technique qui est très pratique, très courante aussi, pour du prototype fonctionnel, pour des géométries complexes. Voilà, c'est très, très utile. Alors en plus, aujourd'hui, on commence à arriver, et on le verra tout à l'heure. Voilà, je vous parlais justement un petit peu du bac de poudre, avec des colorimétries aussi qui peuvent varier selon les poudres. Une autre technique, alors là c'est la même technique en fait, dans l'idée sur le frittage, donc c'est sur ces dépôts de couches et de strates petit à petit, sauf que là ça va être pour les métaux. Donc en fait c'est ça, hein, quand on parlait tout à l'heure d'impression des différents métaux, on va avoir un bac de poussière, j'ai envie de dire, de poudre de ces métaux, qu'on va venir souder couche par couche avec un laser. Donc voilà, là quelques exemples de fabrication. Donc alors ce qui est très intéressant, c'est quand même qu'on obtient évidemment des niveaux de détail avec ces technologies-là qui sont comparables.
Et puis la PolyJet, alors j'ai pas d'exemple parce que c'est pas très représentatif de voir un objet en fait, mais en tout cas ce qui est intéressant avec la PolyJet, c'est qu'on va pouvoir avoir des matériaux, des colorimétries différentes, des textures de matières différentes. On va pouvoir avoir du solide ou du souple, par exemple, sur la même pièce, sur des zones différentes, pour des zones de préhension ou des zones techniques, par exemple. Et puis les colorimétries, du coup, on va pouvoir venir aussi amener de la couleur dans la matière. Donc là, c'est une machine qui est très, qui est très compétente, j'ai envie de dire. Maintenant, ça reste une machine qui est coûteuse et qui est très fragile. Au niveau de la maintenance, c'est beaucoup de travail. William, si jamais j'ai quelques visuels d'exemples, d'échantillons à la fin de la présentation que je pourrais montrer. Ouais, bien sûr. C'est une techno qui est assez impressionnante. Ouais, tout à fait. Eh ben, super, super. Je voulais vous parler rapidement parce qu'on les a rencontrés, on trouve qu'ils font vraiment un super boulot. Linkster, qui est une entreprise française qui est en train de se développer, qui est une machine qui est vraiment super, avec une capacité sur le changement de matériaux qui est très intéressant. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à créer une imprimante qui est très fonctionnelle et qui permet d'imprimer des polymères, donc comme du PLA ou PET, du silicone, de la terre, voilà. Et en fait, on va venir changer des éléments sur la machine et pour imprimer ces différents matériaux. Et c'est une très grande qualité de fabrication sur la machine. Elle est très efficace. Maintenant, je vais vous parler du coup de cet environnement un petit peu autour de l'impression 3D. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure rapidement de 3D Hubs, qui est un élément, enfin, ressource absolument super autour de l'impression 3D, qui permet d'obtenir du devis. Donc, alors, 3D Hubs, mais je vais vous en parler de d'autres, comme Sculpteo par exemple aussi, où vous allez directement uploader sur leur serveur une forme 3D, un modèle 3D, et vous allez pouvoir sélectionner le type de matière, les couleurs, les finitions, selon vos besoins, selon la technique que vous voulez utiliser, et vous obtenez du coup le prix directement, ils vous font un devis. Vous avez Materialize aussi, qui est tout à fait compétente et très bien sur ces sujets-là. Ou Shapeways, que j'évoquais aussi tout à l'heure pour le métal. Donc voilà, ça c'est un peu de la ressource directement. Quambio, alors Quambio, il commence, c'est très récent, c'est pareil, ces structures-là au final, enfin ces structures pas forcément récentes, mais ces services en tout cas, aujourd'hui proposent de l'impression de céramique ou de verre. Et puis, on va avoir toute une partie, là, c'est plus notre travail, mais c'est intéressant de vous partager aussi tout ça. Ce sont du coup toute la veille en fait qu'on va faire en permanence parce que bon, nous, on a notre travail du coup, autour de l'impression 3D. Il y a énormément d'artistes, d'architectes, de designers qui vont travailler sur ces différentes techniques. Tout à l'heure, on parlait un petit peu aussi des matériaux voilà, et de l'open source. Donc, ça va être mon slide open source, par exemple, un petit peu. C'est-à-dire qu'autour de l'impression 3D, autour du biopolymère, il y a de plus en plus, aujourd'hui, en open source, on va trouver des recettes pour la création de la matière à imprimer, ce qui permet d'aller chercher, du coup, dans des ressources différentes. Donc là, on a par exemple un petit objet qui a été imprimé avec de la coquille d'œuf, broyé, de la coquille d'huître, voilà. Et ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment une ressource qui est super pour les créateurs et qui est assez balbutiement, réellement. Donc, il y a encore tout à faire sur ces sujets-là.
Donc, on a parlé un petit peu tout à l'heure de l'impression 3D métal aussi. Joris Larman, vous connaissez peut-être ce projet, qui est un projet de création de ponts imprimés en 3D, en soudure en fait. Donc, couche par couche, on va venir souder. Si vous avez un, un MIG à la maison pour souder, et ben, vous pouvez vous amuser à ça. Ça prend un peu de temps, mais ça fonctionne. Et donc, couche par couche, en fait, on va venir créer un pont, là, qui est un pont qui a été installé, il me semble qu'il est en place à Amsterdam, voilà, au-dessus d'un canal qui relie les deux berges. Marcus Kaiser, c'est un petit projet qu'on aime beaucoup, celui-là, parce qu'il est très, très intelligent. Marcus Kaiser a créé une imprimante 3D autonome qui imprime avec le sable du désert. Donc là, tout est utile pour la machine. Donc le soleil pour faire fonctionner les batteries, faire fonctionner l'électronique de la machine, qui va suivre le soleil et qui va imprimer dans le sable directement. Alors lui va manuellement venir mettre ses couches de sable une, par exemple, et réussir à imprimer un objet en silice, quoi. Enfin, vraiment, grâce à l'énergie du soleil. Un peu comme des roses des sables, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, Ça je ne concentre sais pas, les parce rayons que du la rose soleil. de sable, non, je pense que Oui. c'est des bactéries Ah, qui d'accord. font les roses des sables. Il me semble, il y a un truc comme ça. C'est pas le soleil qui vient, alors que là, Oui. vraiment, en fait, avec sa lentille de Fresnel, il va venir créer vraiment un filet très très chaud de rayons de soleil, du coup, qui va brûler la matière, hein, qui va mettre le sable en fusion, et couche par couche, il va pouvoir venir monter son objet. On parlait tout à l'heure du verre. Larry Oxman, au MIT Media Lab, a fait cette exposition il y a quelques années. Ils avaient créé du coup une des premières imprimantes en verre, qui, alors là, on voit bien les couches hein, aussi, on voit bien les strates de fabrication sur ces objets qui venaient déposer le verre. Alors évidemment, la problématique avec le verre, ça va être la température de fusion, parce que autant avoir un plastique à 200 degrés, bon, ça va. Par contre, un environnement pour imprimer le verre qui va être à 800, 1000 degrés, c'est une autre gestion. Un autre petit projet très très intéressant qui avait été fait en collaboration avec, il me semble, MIT aussi et Steelcase, ça c'est une technique qui est encore complètement en développement hein, aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant avec l'impression 3D, mais comme beaucoup d'autres domaines, hein, c'est la perpétuelle transformation de ce monde et des technologies. Donc ici, on vient imprimer, alors sur l'image en haut à droite, vous voyez bien, il y a une baguette en fait qui va rentrer dans un, dans un gel et qui va venir déposer en fait du coup cette résine qui va se solidifier. Donc ce qui est intéressant avec cette technique-là, c'est que on vient complètement s'affranchir de la gravité. Sur la matière. Et on peut vraiment venir structurer un petit peu comme on veut dans le gel. Donc ça, c'est complètement en développement aussi aujourd'hui, pas très présent, mais ça mérite d'exister. Self-Assembly Lab, un projet qu'on aime beaucoup aussi, qui est un travail de recherche autour de l'impression 3D et on va même parler de 4D. Sur ces impressions parce que ce sont des matériaux qui vont réagir à leur environnement. Donc, il me semble que sur cette série-là, il y a une série qui réagit à l'humidité, qui va venir changer de forme. L'objet est imprimé et va venir se changer de forme par rapport au taux d'humidité du lieu, mais aussi par rapport à la chaleur. Voilà, il y a des éléments extérieurs du coup qui vont venir transformer l'objet. Il y a des géométries simples, des géométries plus complexes, avec des tailles qui peuvent varier. Et une application, par exemple, de cette technique d'impression 4D, ça, c'est une bouche d'aération
qui, selon le taux d'humidité en fait de la pièce, va venir s'ouvrir ou se fermer. Donc bien sûr, on va avoir aussi toutes les technologies autour du béton et de la construction. Donc ici, les Teclar House, vraiment qui sont des structures habitables imprimées en 3D. Donc ce qui est intéressant, c'est ça qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est que de toute façon, chaque technologie ou outil va amener une typologie et un type de fabrication dû à sa technique. Donc là, on va avoir en plus, ce qui est intéressant, des alvéoles qui peuvent être créés pour les isolations thermiques. Il y a énormément de choses à réfléchir sur ces sujets. Il y a eu, c'était il y a 2 ans, ou peut-être plus d'ailleurs, je ne me rappelle plus, la NASA qui avait fait un concours sur ce sujet-là, qui demandait aux créateurs, ingénieurs ou ingénieurs de toutes sortes, de faire des propositions sur quel type d'architecture on pourrait créer sur Mars si on venait déposer une imprimante 3D géante. Qu'est-ce qu'on viendrait construire avec la matière qui était sur place? Nervous System qui avait réalisé un très beau projet sur le vêtement, customisable complètement sur leur site, avec les types de construction de textiles, évidemment de la couleur, et puis on pouvait vraiment customiser la robe. Alors bon, je pense que ça c'est vraiment c'est un projet qui est plus un projet de communication qu'aujourd'hui qui est vraiment intégré clairement commercialement parlant, mais c'est des très beaux projets et qui fonctionnent, voilà. Voilà, des recherches autour du coup du confort et de la customisation aussi. Alors il y a tout le paramédical qu'on n'a pas abordé, mais de toute façon en 2 heures, déjà je pense qu'on a vu beaucoup de choses, mais c'est compliqué. Faudrait beaucoup plus de temps pour aborder tous les sujets. Tout le côté paramédical autour de l'impression 3D est très intéressant. Il y a énormément de choses à faire. Et donc là, par exemple, ce sont des différents patterns en fait pour des amortis complètement différents selon les besoins. Alors au pied, on a aussi toute cette partie-là qui va être donc dans le médical, la création et l'impression 3D de cellules. Donc par exemple, là, vous avez une imprimante 3D qui va, sur la droite, vous avez 4 petites seringues, vous allez poser des bactéries dans des gels, vous allez poser des gels ou des cellules, plus des cellules que les bactéries d'ailleurs, poser des cellules et puis des agents, des nutriments pour les faire grandir, pour les faire se développer. La premier objet qui a été imprimé, c'est un rein, par exemple. Ils ont réussi à imprimer un rein. Donc il y a une phase de maturation, bien sûr, sur ces il faut que les cellules grandissent sur ces, j'allais dire objets, mais sur ces organes. Qui est tout autre. Alors pourquoi le rein? Je pense qu'ils sont partis sur le rein parce que la fonction rénale est une des moins complexes. On va dire qu'elle est simple parce qu'on n'est pas là, mais les moins complexes du corps humain. Et donc, il commence à y avoir beaucoup de choses aussi autour de ça. Local Motors, alors là, c'est intéressant. Il date un petit peu maintenant ce projet, mais ce qui est intéressant, c'est que ils ont vraiment développé un véhicule entièrement imprimé en 3D. Tout ce qui pouvait être imprimé en 3D a été imprimé en 3D sur ce véhicule. Donc là, on est vraiment c'est pareil, hein, c'est un objet, c'est un statement complètement cet objet, pour mettre en avant ces technologies et dire que c'est possible. Et on est en train d'y venir petit à petit. Les industries, alors automobiles, pas pour toutes, parce qu'on est un peu en retard là-dessus, clairement, et je pense encore plus en France. Sur l'intégration, parfois, du coup, de la 3D, bon, à part sur toute la partie prototypage, hein, ça, oui. Mais l'intégration, du coup, des éléments 3D dans les habitacles, dans la mécanique, ça arrive petit à petit, mais c'est en train de se faire, voilà.
Et puis un dernier petit clin d'œil, parce que c'est une structure qu'on aime bien, qui fait un très beau boulot, c'est l'association Enable, alors qui à base a été créée aux États-Unis et qui est aujourd'hui, il y a une branche française aussi qui a été créée, qui met en fait à disposition des structures de base de membres de main pour des personnes et des enfants handicapés qui ont des problématiques motrices avec leurs mains. Et donc, il y a une adaptabilité, une adaptation des prothèses au handicap, ou en tout cas ouais, à la problématique. Et ils sont en permanence en recherche de gens en mesure de leur imprimer des pièces. Si on a une imprimante 3D, on peut s'inscrire sur le site en disant moi je veux bien vous imprimer des pièces, ou de modélisateurs qui seraient en mesure du coup de leur modéliser avec leurs ressources, parce qu'ils ont aussi beaucoup de ressources 3D et autres, de leur modéliser, adapter ces prothèses pour pouvoir ensuite les donner du coup à des enfants qui ont des problématiques de ce type-là. Donc c'est un beau projet qu'on voulait mettre en highlight. Voilà pour moi. Je vous remercie William. Oui. d'avoir suivi. Et puis, voilà, maintenant, passons aux petites questions et aux échanges, si vous voulez bien. Tout à fait. Écoute, moi, j'ai quelques questions en attendant que les participants posent les leurs. Alors, soit par le chat, mais vous pouvez tout à fait prendre la parole. Alors, moi, j'avais déjà, merci William d'avoir montré l'exemple dans la première partie de ta présentation sur le projet Mookie pour faire un petit retour d'expérience là sur notre collaboration qui continue d'ailleurs avec continue avec eux. C'est déjà la rapidité quand même de réalisation de ce prototype, qui est un prototype. Alors, vous ne voyez qu'une petite partie, vous n'avez vu qu'une petite partie de l'objet, mais il y a une carte électronique, il y a des boutons, des aimants flexibles, il y a plein de. Voilà, c'est un produit quand même très complexe, très compact, très compact. Donc ça, c'est vraiment un travail qu'on a fait, nous, Design Spot, directement avec les porteurs de projet du projet Mookie. Et donc, il y a eu tout un travail déjà, effectivement, de test utilisateur avec les premières pièces que tu avais montrées qui étaient imprimées en 3D très rapidement pour avoir des premiers volumes. Alors, l'avantage et des fois l'inconvénient qu'on peut avoir avec l'impression 3D, c'est qu'on peut vite faire plusieurs itérations. Et du coup, il y a une sorte, en tout cas pour les porteurs de projet, mais du coup, qui permet d'aller très vite. Ça, c'est l'avantage d'aller très vite du coup dans le test et la validation de certaines hypothèses en volume, grâce à, entre autres, déjà à l'impression des pots de fil qui permet de très rapidement de tester des prises en main, voilà, des formes d'objets, voilà, se rendre compte, parce qu'en 3D, des fois, on a du mal à se rendre compte vraiment du produit. Donc ça permet d'aller très vite et du coup de tester voilà, très, très rapidement. Ça, c'était vraiment l'intérêt de l'impression 3D par rapport à ce projet-là. Et donc, après, ce qui a été vraiment impressionnant, c'est de voir la complexité que l'équipe Bold Design, donc William, Julien, et après, il y avait une troisième personne qui a travaillé plutôt sur la conception. J'ai plus son prénom, William, tu m'excuseras. Où il y a eu vraiment un gros travail justement d'optimisation et de technique. Et l'impression 3D métal, pour le coup, vraiment, on a été vraiment bluffé par la réalisation et la capacité de faire un produit fini, parce qu'il est fonctionnel, ce produit, avec tous les éléments, comme tu l'as très bien dit, et tu as bien fait de le souligner sur le fait que, effectivement, en combinant plusieurs technos d'impression 3D, on arrive à s'approcher vraiment d'un produit fini et du coup de vraiment tester et de montrer. Alors l'avantage de ça, d'aller aussi loin dans la réalisation et aussi rapidement, c'est de pouvoir aller chercher auprès de financeurs, d'avoir des investisseurs qui veuillent bien continuer l'aventure, parce que c'est que le début. Mais du coup, voilà, très impressionnant de voir à quel point on peut aller rapidement sur des objets aussi complexes dans la production d'un prototype. Donc, bravo en tout cas à toute l'équipe, à l'équipe Bold Design qui a fait un super taf là-dessus et les porteurs de projet sont hyper contents. Je les ai encore croisés ce midi. Voilà. Donc, c'est très, très, très chouette. Là, vraiment, l'impression 3D et les technologies qui ont été mises en place
montre qu'il y a une vraie efficacité, une vraie utilité dans les projets, dans le prototypage. Après, une réflexion que j'avais par rapport à toute la partie production, pour le coup, parce que tu as montré des exemples avec Batchwork, où vraiment on peut avoir des petites unités de production, mais qui permettent de faire des objets, en plus avec un aspect paramétrique, que je trouve est vachement intéressant, pour le coup, sur l'appropriation des objets, parce qu'on peut vraiment créer un objet qui va nous ressembler, où on peut avoir en tout cas plusieurs variabilités au niveau des objets qui vont faire qu'on va être plus attaché, on va dire, à cet objet. Et du coup, peut-être que là, on va être moins dans l'objet qui va. Alors, tu disais effectivement justement que ce n'est pas forcément des objets avec une fonctionnalité incroyable, mais enfin, un stylo, ça reste quand même un objet fonctionnel. Enfin, toute la partie, les petites boîtes que vous avez fait sur de bureaux en impression 3D. Alors, pour les avoir achetés, qui sont d'une super qualité, enfin, vraiment super. J'étais vraiment impressionné. Et donc, ce côté personnalisation, je trouve qu'il y a un intérêt justement dans la création d'objets qu'on va garder plus longtemps. Alors, c'est vrai que par rapport à ça, c'est intéressant hein, que ce que tu relèves par rapport à l'attachement à l'objet. C'est un sujet à part entière, hein, ça c'est vrai, mais c'est vrai que c'est pas ce vers quoi, en tout cas, j'ai envie trop d'aller. C'est-à-dire que ça, ce qui m'intéresse le plus, c'est de se dire, on a cette capacité, ce champ de possibilités, de variation sur l'objet, non pas pour créer de l'attachement, mais plutôt pour s'adapter aux besoins de l'utilisateur. Tu vois, plutôt s'adapter vraiment aux conditions. N'importe quoi. Je voudrais, tu vois, un pot à crayon qui convienne aux tailles de crayon que j'utilise. Tu vois ce que je veux dire? Et qui soit pas trop grand, pas trop petit. Voilà, c'est basique, mais c'est un peu dans cette démarche-là. Et de pouvoir adapter du coup l'objet aux objets qui sont existants, bah, ça le rend beaucoup plus fonctionnel et utile. Et j'ose imaginer qu'on s'attache plus à un objet qu'on va utiliser régulièrement parce qu'il est là et parce qu'il fonctionne, en fait. Ok, très bien. Et oui, je suis en phase avec toi sur ce point. Donc après, donc il y a tout ce côté donc paramétrique qui est hyper intéressant sur la partie personnalisation. Et ce qui est après ce qu'on a vu dans ce que tu as présenté, tous les travaux que tu fais avec Julien depuis de longues années sur justement l'expérimentation et le travail justement, qu'est-ce qu'on peut d'un défaut entre guillemets de l'impression dépôt de fil, que ce soit de la céramique, enfin de la terre ou du plastique, vous avez pu exploiter cet aspect esthétique pour justement rendre ce défaut quelque chose finalement qui sera un avantage par rapport à ces différentes technos. Et, et donc, ça fait le lien avec toutes les technos qui existent. Tu en as parlé de quelques-unes, mais il y en a beaucoup. Je montrerai les exemples que j'ai là sur les imprimantes PolyJet, où on peut faire des états de surface qui sont proches quand même de l'injection. Et du coup, en allant sur du dur, du souple, et du coup, cet aspect de surface, le rendu qu'on va réussir à avoir avec ces différentes technos, doit être effectivement, qui est complètement dépendant des technos. Ça, il faut bien sûr les connaître et puis pour savoir comment les exploiter au mieux pour faire un produit. Et tout le travail de post-production hein, qui est toujours, qui peut être présent, et il y a beaucoup de choses qu'il est possible de faire derrière. Maintenant, ce qui est vraiment valable pour certains produits, néanmoins, il y a quand même cette démarche parce qu'on pense au cycle de vie du produit et à la mort du produit, d'essayer de faire du démontable, d'essayer de ne pas avoir trop de post-production qui empêcherait par exemple le produit d'être recyclé derrière, quoi. Voilà. Après ça, c'est le travail du designer aussi, de faire la balance entre tous ces éléments, quoi. Ouais. Après, du projet en lui-même, il faut que ce soit intrinsèquement dans le projet, je pense, pour que le designer puisse exploiter au mieux effectivement ces éléments-là pour que ça aille dans le bon sens. Donc j'avais donc ces remarques. Donc ouais, j'adore votre travail. C'est super, les expérimentations sont vraiment top. Et du coup, vous avez un vrai savoir-faire dans ce domaine-là, et qui fait que nous, quand on pense un projet, quand un porteur de projet vient vers nous et que
on sait qu'il va y avoir un besoin en tout cas d'impression 3D et puis une sensibilité esthétique que vous avez aussi, que vous avez construit. Et en fonction de ça, nous, on sait que on va vous donner tel ou tel projet parce qu'on sait que derrière, il y a un vrai suivi, une vraie compétence technique et de savoir-faire autour de ces projets, aussi bien esthétique que vraiment de savoir-faire de réalisation. Donc ça, c'est chouette. Et ensuite, donc oui, par rapport à ces différentes technos, alors ce que je peux faire, c'est que je peux partager mon écran, comme ça je montre, comme ça c'est fait. Ce que j'ai pu voir avec la techno Polyjet, alors un revendeur justement des imprimantes 3D qui font cela, qui sont numéro. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Ouais, ce qui est très intéressant avec le Polyjet, c'est qu'en fait, d'où l'aspect de surface qui est vraiment super propre, c'est qu'en fait, je pense que c'est la technique aujourd'hui qui permet d'avoir le plus de finesse possible. On est vraiment sur un niveau de détail qui est extrême. Là, j'ai passé en revue, mais on peut avoir des effets vraiment un peu type textile, quoi, avec des effets vraiment de relief. Voilà, c'est assez impressionnant. Ça reste de la résine imprimée avec des encres qui sont associées pour faire de l'opaque, du transparent. Donc là, on peut voir, tout est imprimé avec leur machine. Donc là, c'est assez impressionnant. Bon, ça reste de la maquette de démonstration, bien sûr, mais on arrive à un fini qui est proche de la. Alors ça, c'est plutôt du dépôt de fil ou de la stéréo. Donc là, l'intérêt, c'est qu'on peut faire du moule, donc du petit moule d'injection ou du moule pour faire de l'emboutissage. Donc ça, c'est des choses intéressantes. Et puis, on va avoir ici, voilà, ce qui est assez impressionnant, c'est cette gamme que la commerciale nous avait montré. Donc, où on peut voir qu'ils arrivent à faire des éléments vraiment solides, épais, en transparent, avec des incrustations à l'intérieur de marquage, et puis des éléments qui vont ressembler à de la porcelaine, à du verre coloré. C'est très, très intéressant. Et puis aussi des variations de souplesse, enfin rigide, souple. Sur une même pièce, on peut faire des variations de rigidité, de souplesse. Voilà. Après, ça reste des machines, comme tu disais, très coûteuses et avec forcément un coût de réalisation des pièces qui peut être important. Mais... Oui, c'est vraiment de la machine industrielle aujourd'hui, hein. C'est vraiment ça, hein. Après, et c'est des machines qui ont besoin d'une maintenance vraiment spécifique. Donc voilà, ça c'est pas Oui, c'est pas vraiment professionnel, quoi. Ouais. Voilà, moi j'ai fini pour mes questions. Alors, est-ce qu'il y a des participants qui en ont? Alors, j'ai beaucoup de participants qui te remercient pour la présentation, la super présentation. Merci à vous d'avoir été là. Donc, s'il n'y a pas de questions, alors, vous pouvez prendre la parole, hein, n'hésitez pas. Je ne sais pas si William, tu veux dire le mot de la fin? Très bien. Non, mais plus c'est très bien. S'il n'y a pas de questions, c'est que ça a été limpide. Oui, c'était clair. C'est parfait. Tout à fait. Non, écoutez, merci d'avoir été présent. C'était un plaisir de vous partager notre travail chez Bold voilà, aujourd'hui. Et puis au plaisir. Voilà. Moi, super. Merci beaucoup, William. Merci. Je vais faire un petit rappel rapide sur. Alors, si j'arrive à aller sur la bonne page, je vais repartager mon écran sur les différentes. Je ne fais pas ma souris. Je vais y arriver. Je vais repartager mon écran. Voilà, sur les différents. Donc, je vous rappelle, donc, le webinaire sera disponible enregistré donc, sur notre site internet. Et donc, la prochaine session qui sera donc maintenant en juin sur design et propriété intellectuelle et avec une table ronde qu'on doit organiser là, avec des porteurs de projets, justement, de différents projets qu'on a pu accompagner au Design Spot. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions ou directement vers William sur des projets potentiels, peut-être d'impression 3D. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, salut William.